les filles, bonjour les copines. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un que je voulais vous présenter, donc ça c'est Beata, la fée des finances, et je voulais vous présenter Stéphane. Bonjour. Bonjour. Donc Stéphane va nous parler un petit peu parce que je l'ai rencontré et son parcours il m'a vraiment impressionné. Et qu'en ce moment je m'intéresse beaucoup justement à l'entrepreneuriat. Je m'intéresse énormément aussi également à la finance et finance personnelle, ce dont on a partagé tout à l'heure et ce que j'aimerais bien que Stéphane vous également partage. Et tout simplement sa vision de vie, comment il a fait tout simplement pour gérer son parcours. Donc, déjà premièrement, j'aimerais bien, est-ce que Stéphane tu pourrais te présenter rapidement, dire un petit peu aux gens qui nous regardent qui tu es, qu'est-ce que tu as fait comme parcours, peut-être diplôme rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi? Alors, ce que je pourrais dire sur moi, on a eu l'occasion de se rencontrer et tu es tombé, je crois, sur ma vidéo où je raconte un peu mon changement de vie et surtout mon parcours de vie que j'avais raconté il y a quelques temps. C'était fin 2015 à l'Olympia, une présentation de type TEDx qui dure un quart d'heure. Vous la partagerai en dessous de la vidéo parce qu'elle est vraiment à voir. Donc, je ne vais pas refaire le quart d'heure où je raconte tout mon parcours et mon changement de vie, mais je vais en prendre quelques éléments. Ce que je dis dans cette présentation-là, c'est que j'ai eu un parcours jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années qui est très, très classique. C'est-à-dire j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, j'avais plutôt de bonnes notes à l'école, donc pour être dans une bonne classe, on m'a dit de faire allemand première langue, puis de faire du latin. On m'a envoyé faire un bac scientifique, qui est le bac C à l'époque en France, que j'ai obtenu avec mention très bien, donc tout allait bien. Moi je rêvais d'aller en médecine et on m'a dit ben non, un bac C mention très bien, c'est dommage, je vais plutôt faire une classe préparatoire. Donc voilà, j'ai fait prépa HEC, je me suis retrouvé en école de commerce, en l'occurrence à l'ESCP, Sup Paris, donc une des 3 meilleures écoles en France, et je me suis retrouvé au final banquier d'affaires en fusion et acquisition, donc c'était sûrement le mieux que ce que je pouvais espérer vu mon parcours. Et puis curieusement, je me suis retrouvé assez malheureux dans ce parcours professionnel. Donc c'était pas ça là. C'était pas ça, je gagnais énormément d'argent, plus que ce que j'aurais pu imaginer en gagner, en particulier aussi jeune, j'avais même pas 30 ans. Je gagnais, je pense, plus que mon père quand il était cadre sup en fin de carrière dans une société de grande distribution. Tu as gagné par mois oui, voilà, 6 ans. Oui. Oui, non, mais c'était. Voilà. Parce qu'on parle quand même sur cette chaîne sur de l'argent, donc l'argent était quand même présent dans ta vie. Voilà, non, c'était le fameux six digit salary, le salaire à 6 chiffres mythique qu'on gagne généralement après être sorti des meilleures écoles, enfin plutôt des MBA, on va parler des MBA. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai tout plaqué une première fois dans ma vie. Donc là, j'avais un peu moins de 30 ans. Et là, je vais te couper juste rapidement, tu n'as pas eu peur de tout plaquer avec un montant énorme comme ça d'argent que tu gagnais quand même? J'ai pas eu peur parce que j'en avais accumulé suffisamment pour on vient au point, faire des économies au moment qu'on gagne de l'argent. Donc non, mais c'est vrai que ça aide quand même. J'avais la chance d'avoir cette liberté à l'époque d'avoir gagné beaucoup d'argent et d'en avoir mis de côté. C'est vrai que la plupart de mes petits camarades qui étaient en banque d'affaires, je me souviens dès leur premier bonus, ils s'étaient acheté une Porsche ou voilà. Moi, toi, t'as mis de côté à ce moment-là. Moi, j'ai acheté un appart à Paris. Enfin, pas dès le premier bonus, mais enfin j'ai accumulé. Une deuxième chose quand même, il a investi dans quelque chose qui rapporte, quelque chose qui rapporte de l'argent, oui, même en l'occurrence, c'est pas que ça rapportait, mais ça me permettait d'avoir un toit et d'être. Ça ne permet pas de dépenser en fait finalement. Donc tu as acheté un actif au lieu d'acheter un passif qui aurait été une Porsche. Voilà. Moi, je sais pas si la Porsche est un passif, mais en tout cas, on ne gagne pas forcément énormément d'argent. Elle perd quand même de la valeur avec le temps. Ouais, bon, mes petits camarades me disent qu'ils n'ont pas perdu d'argent, voire même qu'ils en gagnent. Et puis peut-être maintenant, ils ont de l'argent pour s'acheter une Ferrari. Voilà, maintenant, ils ont peut-être de l'argent pour s'acheter une Ferrari plutôt qu'une Porsche, donc ils sont sûrs d'en gagner. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'avais plutôt, c'était plutôt facile pour moi enfin, ça a été moins difficile que prévu de franchir le pas, y compris pour dépenser énormément d'argent à ce moment-là, puisque je suis parti faire un MBA aux États-Unis. J'ai eu la chance d'être pris à Wharton, qui est avec Harvard et Columbia, Stanford, c'est parmi les meilleurs MBA aux États-Unis, et à l'INSEAD, qui est le meilleur MBA hors États-Unis, je pense.
Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Et donc là, c'était énormément d'argent aussi qu'il a fallu dépenser parce que c'était ça coûtait $200,000 en fait de faire un billet à l'époque. Voilà, payé sur 2 ans, c'était à peu près un budget de $100,000. Donc, je ne sais pas le budget d'une Porsche, mais est-ce que du coup ça équivaut à peu près l'avantage c'est qu'après au moins on peut faire quelque chose alors qu'une fois qu'on a la Porsche on peut juste rouler dedans. C'est ça que je veux dire, finalement ta réflexion était quand même plus dans le sens progression personnelle que progression au niveau des accumulations des biens qui ne servent pas à grand chose finalement. Voilà, c'est exactement ça. Enfin, après je ne jugerai pas sur le fait que ça serve à grand chose ou pas, mais bon, il est clair que... C'est peut-être pour moi personnellement en tout cas une satisfaction personnelle sur les coûts peut-être. Non mais c'est vrai que par rapport, quand j'y réfléchis, par rapport aux sommes d'argent que j'ai pu gagner assez considérables en début de carrière, je les ai investis essentiellement dans des actifs qui sont des actifs sûrs et stables. C'est-à-dire ça va être un appartement dans lequel on va vivre toute sa vie et un diplôme, on va pouvoir garder toute sa vie et on pourra utiliser, faire fructifier, etc. Alors ça c'est marrant. C'est super intéressant vraiment ces côtés-là, vraiment que tu investisses dans quelque chose qui sert finalement à long terme. Ben, c'est vrai que naturellement j'ai toujours fait ça. Alors ce qui est assez marrant c'est que j'ai investi dans d'autres diplômes que j'ai utilisés ou pas, mais à l'époque j'ai aussi passé un diplôme de pilote d'avion à niveau assez élevé, donc y compris vol d'instruments qui est réservé aux pilotes professionnels. Pareil, j'ai passé tous les diplômes de plongée sous-marine jusqu'à être instructeur de plongée. Voilà. J'ai jamais exercé ni en tant que pilote, ni en tant que... On est juste en face d'une église, donc là maintenant, je sais pas si on entend les cloches. Je sais pas si on entend les cloches sonner, on est peut-être un peu loin, mais en tout cas il y a l'église de la Trinité qui est juste en face. Qui est une église importante pour moi d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. On en parlera bientôt. Donc pareil, diplôme d'instructeur de plongée sous-marine, pareil, j'ai pas eu l'occasion ni d'être pilote d'avion ni d'être instructeur de plongée sous-marine, mais c'est à chaque fois quand j'ai investi de l'argent, quand j'ai dépensé de l'argent, c'était une forme d'investissement, y compris récemment et c'est là qu'on s'est connus en prenant des cours, une formation d'hypnothérapeute pour maintenant être diplômé et pouvoir être hypnothérapeute. Donc c'est vrai qu'à chaque fois c'était plutôt de l'argent investi que de l'argent dépensé. Et alors ce qui est assez étonnant c'est que pendant ce MBA je me suis découvert, j'avais une passion pour le vin, mais j'ai découvert que je pouvais transmettre cette passion pour le vin. Pareil, j'étais pas œnologue de formation, j'avais juste grandi pas très loin de Bordeaux et pris des cours de dégustation, donc autre investissement. Une autre formation, un investissement en formation. Un diplôme de plus. Je suis désolée de te couper, mais je viens de faire une vidéo juste avant que je partagerai avant cette vidéo-là, donc vous pouvez la voir en dessous. Que je vous disais dans cette vidéo-là, c'est important d'apprendre. Et là encore, tu reviens sur cette notion que finalement, tu as continué d'apprendre tout le temps. Tout le temps, et même encore aujourd'hui, et sûrement pour les années à venir. Et c'est vrai que j'ai découvert en effet que cette passion pour le vin que j'avais et pour laquelle j'avais pris des cours, je pouvais la partager. Donc au début, je l'ai fait de manière complètement bénévole, les intéresser dans le cadre du club et d'étudiants à Wharton et à l'INSEAD. Et après, comme je suis rentré en France et que j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie, Bain et compagnie, je l'ai fait aussi pour mes collègues. Et je me suis rendu compte que ça plaisait tellement que j'avais sûrement, je pouvais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat et ouvrir un bar à vin. Donc j'ai tout plaqué, une fois de plus, une deuxième fois. Voilà, et là je vais l'arrêter encore, parce que j'ai des gens qui me suivent et qui se posent la question, comment passer justement d'un métier de salarié à un métier d'entrepreneur, d'un coup comme ça, et là tu n'avais encore pas peur de dépasser. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà une forme un de... premier plaquage. Voilà, il y avait déjà eu un premier plaquage où j'étais passé de la banque d'affaires au conseil en stratégie où j'avais divisé mon salaire par deux. Alors, même en ayant divisé par deux, c'était quand même un salaire qui était, ça restait du 6-digit salarié, salaire à 6 chiffres annuel, je précise, mais bon, je vous laisse faire le calcul, ça reste quand même une somme considérable. Là, c'est sûr que, et je m'étais rendu compte en fait que même en divisant son salaire par deux, alors encore une fois, pareil, toute proportion gardée, ça reste quand même une somme importante, même après l'avoir divisé par deux, mais je m'étais rendu compte que même après une réduction aussi importante, on s'adapte, on a quand même une capacité à s'adapter qui est assez intéressante. Ce qui est intéressant et en même temps dans ce que tu racontes, c'est que souvent les gens, c'est que plutôt ils cherchent plus. Et toi, en fait, ça vient de maximum au début, et là,
vous allez voir les parcours par la suite parce que moi je les connais et je le dis, ça va pour l'instant en tout cas en diminuant. Non, mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que. Comme tu dis, tu vas t'adapter finalement à ça. Alors c'est vrai que tous les gens qui sont allés à Wharton et à l'INSEAD, qui étaient à Wharton et à l'INSEAD en même temps que moi, qui ont consacré 200 000 $ pour un MBA en 2 ans, c'était pour accéder à des niveaux de salaire considérables qui sont les niveaux de salaire d'un banquier d'affaires. Moi, c'est un niveau de salaire que j'avais connu avant, donc je savais que c'était pas forcément ce que je voulais, enfin c'était pas ce qui allait me rendre heureux. Et l'autre truc aussi, c'est que c'était cet argent-là que j'avais pu dépenser dans la formation, alors que tous les autres, en fait, s'étaient endettés pour cette formation-là, donc il y avait un peu l'obligation de gagner plus d'argent. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé face à tout un tas de personnes qui sont forcément, en termes de carrière, qui investissent dans une formation, mais pour gagner plus, et moi, finalement, j'ai accepté de faire le chemin inverse. C'est vrai que généralement, après son MBA, on double son salaire. On va dans une boîte, voilà. Bah, moi, j'ai fait l'inverse, j'ai diminué mon salaire par 2. Mais je me suis rendu compte que c'était faisable, qu'on vivait bien. Voilà. Que c'était tout à fait possible. Voilà, alors ça peut sembler étonnant, mais je vous assure, c'est fait. Donc c'est vrai, quand il y a eu ce deuxième plaquage et que j'ai accepté de me lancer dans une aventure entrepreneuriale, là je me suis dit c'est pas grave, je vais pas de nouveau diviser par 2, mais je vais carrément passer à 0, parce qu'en tant qu'entrepreneur on doit faire l'expérience de passer carrément à 0. Du coup, tu t'es dit carrément que tu as passé à 0. Non, mais en tout cas, on sait que pendant les premières années d'entrepreneuriat, alors je parle d'un entrepreneuriat, moi c'était vraiment ouvrir un bar à vin. Après, il y a d'autres formes d'entrepreneuriat où évidemment on va pas avoir 0 revenu dès le début. Mais là, il y a quand même, avant d'arriver au point d'équilibre, il y a quand même 2-3 années difficiles où on sait qu'on va pas se payer, on sait que la boîte va pas être tout de suite rentable, voilà, et puis avec un taux de mortalité sur ces entreprises qui est très élevé dans les 2 ou 3 premières années. Donc je savais de toute façon qu'il fallait faire ce sacrifice-là et faire le dos rond. Encore une fois, j'avais quand même la chance d'avoir un logement, sur tes investissements finalement que tu as pu faire, donc les investissements qu'on a parlé tout à l'heure, donc acheter ton appartement, donc tu n'avais pas de loyer à payer, parce que ça t'a permis de mettre de l'argent de côté, et du coup tu as mis de l'argent de côté, donc tu pouvais vivre également, donc au niveau d'argent c'était assez pour vivre finalement et investir dans ton. Donc ce qu'on veut dire un petit peu par rapport à ça, du coup, tes conseils, ça serait vraiment pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, peut-être gagner davantage d'argent, mettre des côtés, pour pouvoir se lancer plus facilement. Je ne sais pas si c'est un conseil que je donnerais, parce que c'est facile de conseiller, de dire gagner davantage d'argent. Et là, c'est pas forcément que tout le monde n'a pas la chance de commencer en gagnant rapidement beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est... Donc on n'en gagne pas dépenser tout en fait. En tout cas, c'est d'essayer de se constituer on va dire un matelas de sécurité, ou en tout cas un parachute. Ça a toujours quand même ce côté rassurant. Mais après, mon principal conseil, ce serait d'essayer d'avoir confiance, et alors ça peut sembler très facile de dire ça comme ça, mais de croire en sa capacité d'adaptation. Moi, j'ai été toujours très étonné par... On est à Paris, si vous entendez ça, voilà, bienvenue à Paris. On a une capacité d'adaptation qui est parfois bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que de croire en ses forces, de croire en soi, de croire aussi les autres, parfois peuvent aider. Et les gens qui nous écoutent en même temps, ils peuvent se dire peut-être c'est facile, il me dit de croire en soi, il a l'air super croyant en soi et tout. Maintenant j'ai la question, parce que tu m'en as déjà parlé tout à l'heure, donc j'ai la question, est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui croit en toi à ce point-là que de toute façon je peux tout claquer du jour au lendemain, je vais tout réussir et tout ça. Dis-moi un peu plus par rapport à cette confiance. C'est vrai qu'il y a il y a quelque chose de particulier dans ma confiance, et on parlait, là c'est plutôt des bruits de sirène ou de circulation, mais on entendait tout à l'heure les cloches de l'église de la Trinité. Et en fait, c'est vrai que malgré tout le parcours que j'ai raconté, où tout s'est bien passé, tous les diplômes les uns après les autres que j'ai pu avoir, quitte à faire une carrière où rapidement j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai été promu très rapidement, ce qui s'appelle un fast track en banque d'affaires. Malgré tout, je me rendais compte que j'avais toujours pas confiance en moi. Comme quoi, ça peut être étonnant. En revanche, ce qui m'a beaucoup touché à cet âge-là, donc quand j'avais 23 ans, je me suis retrouvé dans cette église qui est juste en face de nous. C'est vraiment le hasard qu'on se retrouve ici. L'église qui n'existait pas. Voilà, le hasard n'existe pas évidemment maintenant. Dans cette église de la Trinité, et je n'avais pas été baptisé du tout. Je n'étais pas du tout croyant de quelque manière que ce soit.
Je m'étais retrouvé, alors curieusement, je m'étais retrouvé en classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève à Versailles chez les Jésuites. Voilà, alors que j'avais fait toute ma scolarité dans le public, mais bon, là aussi, je pensais que c'était le pur hasard, mais je pense que c'est pas tout à fait le hasard. C'est comme ça que j'ai découvert les Jésuites et cette spiritualité-là. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 23 ans, j'ai découvert la foi, j'ai décidé de me faire baptiser, j'ai reçu le baptême, et quelque chose qui est, bon, la foi de toute façon est souvent très, très mystérieuse, mais c'est vrai que le fait d'être croyant et d'en croire en quelqu'un, en quelque chose qui est bien au-dessus de nous, qui nous dépasse, m'a sûrement donné une confiance que je n'avais pas au fond de moi-même. Et après, c'est vrai que depuis l'âge de 30 ans, toutes les décisions que j'ai prises, comme je l'ai dit, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être bien, pour la carrière dont tout le monde devait rêver et tout, sans que ça me donne ni satisfaction ni confiance. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai tout plaqué pour partir faire un MBA, et puis découvrir de nouvelles choses, suivre de nouvelles formations, et puis plaquer tout une deuxième fois pour me lancer dans le domaine du vin et vivre une aventure entrepreneuriale d'une dizaine d'années avec 2 bars à vin à Paris, à faire découvrir le vin, à éduquer les gens pour leur apprendre à boire, etc. Et c'est vrai que j'ai vécu 10-15 ans vraiment, où il y avait une forme, alors pas forcément une confiance en moi, mais en tout cas une vraie confiance, alors qui est liée sûrement au fait quand on a des moments de doute, de prier quelqu'un qui est au-dessus de nous, le Seigneur ou autre. Après, indépendamment de ça, de ce type de croyance particulière, parce que tout le monde n'est pas forcément dans la spiritualité, dans la religion, et je le respecte d'autant plus que j'ai passé plus de la moitié de ma vie sans croire en quoi que ce soit, ni en Dieu, ni en qui que ce soit. Mais il y a quand même quelque chose que tu dis que ça s'est passé quand même à ce moment-là quand tu as eu ce baptême. Donc il y a quand même une... Et j'entends souvent, j'en ai déjà lu et j'ai rencontré pas mal de personnes, j'entends souvent vraiment avoir cette foi. On parle souvent soit de la spiritualité, soit de l'univers, on parle souvent des anges, on parle des différentes croyances qu'on peut avoir, Dieu bien sûr. Et donc, comme quoi il y a quand même quelque chose, comme cette conscience à laquelle tu as pu peut-être te connecter à ce moment-là. Je ne sais pas comment expliquer aujourd'hui. Vous qui nous écoutez, vous croyez peut-être d'autres choses que vous ne croyez pas, mais il y a quand même ce que tu m'as expliqué et ce que tu nous partages là dans cette interview également, c'est que vraiment c'est cette confiance, comme si elle était déclenchée un petit peu par ça à ce moment-là, si j'ai bien compris. C'est vrai que le fait de recevoir le baptême à l'âge de 24 ans, c'est quand même un événement suffisamment fort pour qu'il y ait vraiment un avant et un après et que je prenne conscience là c'est en l'occurrence c'est la présence de l'Esprit Saint, enfin le fait qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a une force beaucoup plus puissante que nous qui ne nous laisse pas tomber, voilà. Après, indépendamment de ça, parce que je souhaite à tout le monde de vivre une expérience aussi forte que celle de recevoir le baptême et de sentir vraiment ce souffle de l'Esprit Saint, mais parfois il est tellement subtil que tout le monde ne le sent pas forcément, mais je souhaite vraiment à tout le monde de recevoir, de sentir quand même qu'il y a une force. Comme tu disais, ça peut être une intuition, ça peut être... on a tous, je m'en suis rendu compte dans toutes ces étapes où j'ai pas hésité comme ça à tout plaquer pour me lancer complètement dans l'inconnu. C'est vrai que si j'avais dû y réfléchir de manière relativement analytique, et je suis plutôt bon à ça, parce que mes études, ma formation ont confirmé que j'étais aussi bon pour ça. C'est vrai que c'est des décisions que j'aurais jamais prises parce qu'elles étaient clairement trop risquées, complètement inconscientes, on m'aurait peut-être même pris pour un fou, et moi-même je me serais sûrement pris pour un fou. Mais le fait de se dire ben non, mais je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais je sens le truc. Et puis surtout, en fait, j'ai vraiment envie de le faire. C'est quelque chose qui est vraiment au fond de moi, c'est une envie, c'est une passion. Et ça permet vraiment de franchir des montagnes, vraiment de... Quand j'étais pilote, on disait the sky is the limit, quoi. Enfin, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment pas de limite. On se découvre le fait de tenter des choses. Alors, je pense qu'il faut commencer peut-être par des choses relativement, pas le bon exemple parce que moi j'étais assez radical, quitte à tout plaquer, tout abandonner, et puis c'est pas fini. Mais le fait peut-être de commencer par des choses peut-être un peu plus raisonnables, un peu moins risquées, et puis d'y aller étape par étape, chacun doit pouvoir se découvrir
des capacités d'adaptation qui sont bien au-delà de ce qu'il imagine. Et il ne faut pas hésiter en fait, tout simplement à sortir de sa zone de confort. Et je crains que la plupart d'entre nous ne le fassent pas. Alors souvent, c'est en effet une histoire d'argent, c'est un sujet qui vient régulièrement. Si je peux juste témoigner de mon expérience que c'en est pas forcément un, alors bien sûr, tu vas peut-être me répondre, ou certains vont dire il est bien gentil, mais il dit qu'il a gagné énormément d'argent au début, donc c'était sûrement plus facile. Mais c'est pas forcément que ça. Je voudrais juste que les gens prennent conscience qu'on peut en effet diminuer son salaire de moitié, quel que soit le niveau de départ, et se rendre compte qu'on n'est pas 2 fois ou 5 fois ou 10 fois plus malheureux, qu'on peut même accepter de gagner 0 en tant qu'entrepreneur et de faire le dos rond et puis de revivre. Il y a un moment où moi j'ai vécu, comme quand j'étais étudiant, j'ai déménagé dans un petit appart, la capacité d'adaptation. Oui, modérer sa consommation, voilà. Et là, après avoir plaqué tout une première fois pour partir faire un billet, puis plaquer tout une deuxième fois pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Cette aventure entrepreneuriale à laquelle j'ai mis fin l'année dernière, je plaque tout une troisième fois. Et cette fois-ci, je parlais des jésuites tout à l'heure, pour rentrer chez les jésuites, donc pour rentrer au noviciat pendant 2 ans chez les jésuites, où là c'est on va dire encore plus radical, parce que là ça implique de faire vraiment un vœu de pauvreté. Voilà. Donc, je ne vais pas dire à tout le monde qu'il faut faire vœu de pauvreté, être capable de renoncer à tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que si par mon parcours j'ai pu gagner énormément d'argent à un moment et pas être plus heureux qu'aujourd'hui où entre-temps j'en ai gagné beaucoup moins, voire plus du tout, et que là je suis prêt à renoncer à tout bien matériel, ça doit être possible. Donc que chacun doit pouvoir, à son propre niveau, avoir cette capacité d'adaptation, mais qui va même bien au-delà de l'argent. Je pense que c'est accepter de sortir de sa zone de confort, d'adapter sa vie, peut-être dans un premier temps, dans des conditions peut-être un peu différentes, mais sachant qu'on gagne aussi énormément par ailleurs. Voilà. C'est super intéressant ce que tu nous partages là, parce que vraiment c'est plein de clés dans toute cette interview que tu nous donnes en fait. Finalement c'est vraiment aussi laisser l'univers un peu nous guider déjà aussi avec cette dernière parole que tu viens de dire, et laisser l'univers, Dieu ou en quoi vous croyez, les personnes qui vont nous regarder, nous guider, et ne pas s'attacher qu'à l'argent finalement, mais à ce qui est important pour nous finalement, c'est de vivre bien ici et maintenant finalement. C'est vraiment ça, parce que quand tu lâches comme ça d'un boulot au jour au lendemain, c'est ici et maintenant que tu te concentres, c'est sur la suite maintenant que tu consacres ton énergie. C'est pas oh là là et tout, à toutes les réflexions pendant des années et je me lance jamais finalement, et moi j'aimerais bien mais je ne fais pas. Mais finalement l'action, et avec l'action, ayant ta foi que tu es là pour quelque chose, pour accomplir quelque chose et faire ce que tu as envie de faire dans ta vie, finalement tout s'écrit au fur et à mesure. C'est ça aussi. C'est exactement ça. S'il y a vraiment une seule chose, un seul mot à retenir, je dirais que c'est croire. Alors après, chacun croit. Voilà. Moi, j'ai eu ce parcours où j'étais pas du tout. C'est justement paradoxal pour quelqu'un comme moi qui, jusqu'à l'âge de 23 ans et à cette soirée à la Trinité, je croyais en pas grand-chose, même pas vraiment en moi, alors que j'étais pourtant dans une très grande école. Voilà, je savais que j'allais être diplômé et que j'allais pas avoir de soucis ni sur le plan professionnel, matériel. Voilà, mais je croyais pas grand chose. Et c'est vrai que le fait d'avoir par la foi découvrir à quel point croire était important a vraiment changé ma vie. Et donc le conseil que je donnerais, alors c'est difficile, on ne peut pas forcer les gens à croire, mais en tout cas vraiment le fait de croire. Alors après chacun va croire à ce qu'il veut. Ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est l'intuition qui est importante. Ça peut être une croyance tout simplement en soi-même, et on sent sa propre intuition que puisque j'ai envie de faire ça, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit quand même que j'ai envie de faire ça. C'est pas qu'on m'a dit que, à partir du moment où on ne consacre pas à on m'a dit que, mais c'est ce que je me dis et j'ai envie de faire et que je sens que je peux faire, finalement c'est aussi ça. C'est pas forcément Dieu, on ne dit pas non plus de croire en Dieu, quoi.
croyez en ce que vous voulez, croyez en vous-même en priorité et en votre intuition finalement aussi. Oui, je pense que chacun doit pouvoir trouver son chemin. Bon, C'est ben, ça. moi, ce chemin-là, en effet, ça a été le fait de me faire baptiser alors que je n'avais pas été du tout croyant Moi, jusqu'à l'âge de c'était ton 24 ans. parcours, voilà. Où je m'étais retrouvé de manière très curieuse en classe préparatoire chez les jésuites, alors que je n'avais jamais été au contact des jésuites. Et puis il se trouve que 20 ans plus tard, je suis prêt à m'engager, à rentrer au noviciat pour tenter de devenir jésuite, vraisemblablement de devenir jésuite. Donc voilà, il y a eu cette croyance-là, et puis tout ce que ça impliquait entre-temps, où j'ai eu une aventure entrepreneuriale, où j'ai plaqué à 3 reprises tout pour me lancer à chaque fois dans un nouveau projet, et qui a apporté bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer, rêver. Et c'est assez étonnant. Donc vraiment croire. Ce dont je me souviens, en fait, c'est que, comme je disais, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais pas croyant, mais en revanche, j'étais quelqu'un qui rêvait beaucoup. J'ai toujours beaucoup rêvé. Et je pense que le rêve, c'est important. Et il y a certaines personnes qui vont peut-être dire, en voyant cette vidéo, bah ouais, croire, mais je sais pas, en effet, moi, je crois pas en Dieu, ou je crois pas en grand-chose, etc. Mais je pense quand même qu'on a tous cette capacité à rêver, et ce qui veut dire qu'on est tous capables de croire. Et après, il faut trouver en quoi croire et trouver sa propre voie. Mais le fait de croire, c'est ce qui nous permet d'avancer, surtout qu'on se retrouve parfois à prendre des décisions où on va être le seul à y croire. Les autres vont nous dire, moi typiquement sur mon projet entrepreneurial, je peux vous faire une liste longue comme ça de personnes qui m'ont dit ça va jamais marcher, ça va jamais, voilà, et puis on s'est amusé pendant 10 ans. On est un peu perturbé, je suis désolée, on a une souris qui nous fait compagnie là. Ah oui, je viens de voir passer une petite souris, en effet. Pourquoi l'univers nous fait un coucou, on est là. Je ne sais pas s'il faut voir un signe. Mais en tout cas, voilà, croire, c'est vraiment... voilà, c'est... Le conseil, ce serait ça, ce serait n'ayez pas peur, et puis voyez où vos croyances vous mènent, et vous mèneront sûrement au bon endroit, parce que je crois vraiment à la nature humaine. Et quand même beaucoup de raisons de croire qu'on a tous un chemin sur lequel qui n'est pas un chemin qui est tracé, il ne faut pas le voir comme quelque chose de déterminé, des rails dans lesquels on sera enfermé, parce que mon parcours montre que moi j'étais tout tracé, vu mon diplôme, mes diplômes entre le SCP, les MBA, Wharton INSEAD, pour devenir un dirigeant d'une grande société du CAC 40 ou cadre supérieur quelque part, un banquier d'affaires, partenaire dans un cabinet de conseil. Et en l'occurrence, on peut toujours se créer nos propres aiguillages pour aller sur une voie. Il faut juste que chacun, les rails, on va dire, on les pose nous-mêmes, et c'est nous qui nous fabriquons un peu notre propre parcours. La condition pour y arriver vraiment, c'est tout simplement d'y croire. En fait. Super, merci beaucoup Stéphane. Si tu avais vraiment 3 derniers rapides conseils, peut-être mots, juste dire vraiment, ou peut-être même tu veux me faire un résumé de ce qu'on a déjà dit, mais peut-être trois conseils par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat et que on a déjà dit beaucoup de choses, mais qui a peur, par exemple, imaginons, qui a peur. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? De ne pas avoir peur déjà, comme je disais, n'ayez pas peur, ça peut sembler facile, mais voilà, enfin on maîtrise pas ses peurs, mais le fait de pouvoir croire déjà, ça aide vraiment à sortir de sa zone de confort. Ça compense par rapport à la peur. L'autre point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas négliger ses passions. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on fait quelque chose qui correspond à nos propres goûts et nos propres passions. Par rapport à toutes les personnes qui sont les personnes qui sont mes anciens collègues ou qui étaient avec moi à l'école et qui ont décroché des super diplômes et qui font des super carrières, encore une fois qui gagnent plein d'argent, qui ont une vie très, sur le papier en tout cas très belle. Parfois en discutant avec eux, je me rends compte qu'ils font des choses qui les passionnent pas vraiment, donc ils sont pas malheureux, mais voilà, ils sont pas forcément plus heureux que... Voilà, alors évidemment ils ont aussi un confort matériel, etc. Mais voilà, et je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes, à commencer par le parcours que j'ai pu avoir, où j'ai, en gagnant beaucoup moins d'argent, je me suis beaucoup plus éclaté parce que je faisais quelque chose qui me passionnait, j'avais même pas l'impression d'aller travailler non plus. Et c'est vrai que le nombre de personnes qui réussissent à
à faire des choses qui les passionnent, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, c'est pas si difficile. Enfin, c'est une décision qui n'est pas forcément facile à prendre, mais voilà, essayer de cultiver ça, c'est quand même important. Donc voilà, de suivre ses passions, de suivre ses rêves, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas hésiter à écouter un peu ce qu'on est capable de produire soi-même, ce qui remonte de ses propres rêves. Et puis le dernier conseil, ça revient un peu, parce que tu as pas mal insisté là-dessus, mais c'est l'histoire de considération matérielle, l'argent, etc. De ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort d'une manière générale. Ça implique évidemment l'argent, les sacrifices financiers, mais j'ose croire quand même, toujours le même mot, le même verbe, le verbe croire, mais j'ose croire quand même que la part qui est sacrifiée est minime par rapport à ce qu'on gagne par ailleurs. Voilà. Et même si c'est pas de l'argent. Ouais, c'est un gain immatériel finalement de joie, de bonheur, de s'éclater dans ce qu'on aime faire finalement. C'est bien ça que je et ça n'a pas de prix en fait. Ça, même l'argent ne pourra pas l'acheter. C'est exactement ça. Bon merci beaucoup Stéphane pour cette interview. Merci pour ton temps que tu m'as consacré. J'espère que ceci vous a donné beaucoup de clés, parce qu'il y en a eu beaucoup de clés dans cette interview, beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez vous consacrer. Les économies, l'argent, il y en avait eu beaucoup, mais même la foi, on est passé par les croyances, par plein de belles choses. Donc merci beaucoup, c'était une très belle temps passé avec toi en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces conseils qui, j'espère, vous guideront un petit peu davantage dans votre chemin d'entrepreneuriat. Et les rêves, vous savez bien que moi aussi j'ai commencé avec mes rêves en fait finalement. Donc on y revient. J'ai commencé par mes rêves d'apprendre et on y est aujourd'hui quand finalement on s'est rencontrés encore une fois dans une formation. Voilà, donc cette vidéo elle est là grâce à une formation. Donc merci beaucoup les amis et à très bientôt dans une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.